Et en termes de sommeil, en fait, j'ai dormi une fois 10 minutes sur les, je sais plus combien de temps j'ai dormi, sur les 44 heures, 45 heures de course. Écrire, comme le dit si bien Stéphane, c'est écrire sa partition, savoir vers où on va se diriger. Et ouais, c'est un peu ça, mais surtout qu'en plus, pareil, il y a un truc que j'arrive pas encore à expliquer, c'est qu'au bout d'une journée, j'avais les jambes toutes gonflées. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, aujourd'hui je suis avec Sonia, et alors Sonia, quand je t'ai demandé si tu étais intéressée par un enregistrement ensemble, tu m'as tout de suite demandé mais comment est-ce que tu m'as découvert, et en fait je suis très curieux de savoir ton parcours, et puis que tu nous racontes justement ce qui m'a fait te découvrir. Mais avant tout, comment ça va, Sonia ? Eh bien, déjà, merci pour l'accueil, on va dire. Voilà, tout va bien. Tout va bien, ouais. Toi aussi tu es sous la pluie, c'est des trompes d'eau chez moi en Bretagne là en ce moment. Eh ben oui, là, je suis remontée pour les vacances en Normandie et à mon grand désespoir, temps humide et pluvieux, ouais. On partage la même météo, je pense. Ouais, je pense, et on va dire que c'est national, hein, parce que je crois qu'il fait moche partout là en France en ce moment. Tout le monde se les caille, tout le monde se les gèle. Ouais, c'est l'hiver, hein. C'est ça. Puis tu vois, après toute cette période où on a souffert de la chaleur à n'en plus finir, et ben maintenant, voilà, retour de médaille, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et c'est pas plus mal, ça fait ramollir un peu les terrains, ça nous fait sauter dans la boue comme on aime, et puis voilà. Ça fait faire de bonnes séances de cross, ouais. C'est ça. Exactement, j'ai ressorti les chaussures avec les gros crampons. Ouais. Alors Sonia, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors, déjà, je m'appelle Sonia Poutrel, j'ai 31 ans et je suis originaire de Normandie. Et puis depuis 2-3 ans, avec mon compagnon Mehdi, on a déménagé en Haute-Savoie pour exercer notre profession. Donc on est architecte. Et puis surtout profiter des montagnes, bouger un peu de la mer, et puis vadrouiller à travers les sentiers. Voilà. Vous êtes tous les deux, du coup, pratiquants de sport de montagne. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça fait quelques années qu'on s'est mis à la course à pied et surtout au trail. Et puis à rallonger petit à petit les distances au fur et à mesure de la découverte de ce sport dont on connaissait pas l'existence il y a peut-être 5-7 ans maintenant. Et puis voilà. Et alors pourquoi est-ce que tu as fait le choix, c'est une question que je pose régulièrement, ça. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'augmenter les distances plutôt que d'augmenter tes chronos sur des distances plus courtes ? Déjà, moi j'ai commencé la course à pied. Donc en fait, je suis asthmatique. Donc la première fois que j'ai commencé à courir, je sais plus, vers 20 et quelques années, j'ai pas réussi à faire 1 kilomètre sans faire une crise d'asthme. Donc là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et puis en fait, petit à petit, je me suis découvert, on va dire, un second souffle où en fait, j'allongeais petit à petit la distance, passer de 1 kilomètre, 2 kilomètres, 10 kilomètres, mais toujours à très faible allure. En gros, la vitesse, ça n'a jamais été mon truc, et j'ai beau essayer de la travailler, je pense que ça sera jamais mon truc. Faut être lucide. Et puis donc, au bout d'1 ou 2 ans, j'ai découvert les plus longues distances, donc 100 kilomètres. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment là que je prenais du plaisir. Finalement, en fait, sur 12 heures de course, voire plus, euh, on a le temps de se retrouver seul avec soi-même, se mettre dans une sorte de bulle, de découvrir aussi l'environnement,
de découvrir plein de ressources presque inimaginables parfois pour pouvoir endurer les kilomètres et les heures passées dehors. Et je crois que c'est surtout ça qui me plaît le plus en fait, plus que d'aller chercher un chrono sur un 5000 mètres ou des choses comme ça. Après c'est un bon exercice aussi de se donner à fond, mais ce sont deux exercices différents. Et c'est intéressant parce que tu vois, le sujet des femmes et de l'ultra-trail, c'est un vrai sujet de société et c'est un sujet que j'avais déjà traité. Et dans un épisode de podcast qui était dédié à ça, avec, mince, je suis en train de chercher son prénom, avec Sabine Erström. Voilà, on avait fait un épisode ensemble, parce qu'elle est coach et doctorante aussi. Et elle disait que les femmes avaient souvent moins le loisir d'aller s'entraîner pour préparer des ultras, ce qui expliquait en grande partie le faible taux de pratiquantes. Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de barrières en tant que femme qu'en tant qu'homme? Déjà, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de dire que pour un ultra, on va pas aller s'entraîner. Moi, justement, il y a une période aussi de plaisir, de dépassement de soi au moment de l'entraînement. En fait, c'est là où on va forger notre corps et notre mental à se dépasser, à accepter certains coups durs, à accepter justement la météo, la fatigue, parce que voilà, quand on rentre parfois du travail à pas d'heure, on n'a pas forcément envie de ressortir pour aller s'entraîner, ou à l'inverse, on n'a pas toujours envie de se lever à 4 heures du mat pour pouvoir aller faire la séance de renfo ou quoi que ce soit. Donc je trouve quand même que ce paramètre-là, il est assez important, parce que peut-être qu'il y en a qui prennent le départ d'un ultra sans s'entraîner, mais c'est pas ce que je recommanderais, parce que le but, c'est quand même d'aller au bout de l'exercice, et dans Alors un c'est pas minimum. c'est pas ça, hein, qu'elle disait, c'était que au niveau sociétal, parce que, je sais pas, la charge de travail à la maison, chez la femme était encore plus importante que chez l'homme et que, c'était plutôt ça son propos, et qu'elle avait moins le temps de pouvoir s'entraîner justement pour pouvoir préparer des ultras et que c'était un des paramètres qui expliquait le fait que les femmes étaient encore moins présentes sur les ultras et c'est moi, c'est quelque chose que je regrette, hein, parce que j'ai organisé le Grand Raid du Finistère et tu vois, il y avait 2 femmes sur 50 participants. Et comment est-ce que, en fait, ma question, c'est plutôt de savoir comment est-ce que toi, tu t'y prends et comment est-ce que tu peux faire comment est-ce qu'on pourrait faire pour inciter encore plus de femmes à participer et oser peut-être aller se lancer sur des distances importantes? Ouais, oui, effectivement, ouais, j'avais mal compris le sujet initial. Effectivement, de mon côté, pour l'instant, j'ai plutôt la chance de pas avoir d'enfants. Avant, voilà, je bossais dans une agence d'archi sur Rouen où effectivement j'avais mes horaires. Donc soit je m'entraînais, je mettais mon réveil à 5 heures, je m'entraînais le matin avant d'aller au travail, soit des fois dans l'heure de midi, et puis à l'inverse le soir, le week-end. Donc voilà, je pense que déjà effectivement le fait de pas avoir d'enfants en bas âge, c'est déjà une contrainte, on va dire, en moins. Après, je pense que le fait de pouvoir aussi partager cette passion-là avec mon compagnon, après c'est un équilibre à trouver, une répartition des tâches à faire. Et puis au quotidien, c'est aussi des choix en fait. Le soir, au lieu d'aller prendre, je sais pas, un apéro avec des amis, ça va être d'aller faire la séance de sport. En fait, faut prioriser en fait les intentions, je pense, savoir pourquoi on fait ça. Et voilà, la dernière fois, par exemple, exemple de la semaine dernière, je prenais les transports à 5 heures du matin et je savais que j'allais pas arriver avant 20 heures le soir. Et ben, je me suis levée à 3h15 pour pouvoir aller faire mon entraînement pendant 1 heure avant d'enchaîner la journée. Au moins, voilà. Si j'avais peut-être un conseil à donner, c'est d'essayer de faire ça en fait dès le lever du lit. Comme ça, c'est fait. On a une charge en moins mentale dans la journée pour penser au fait de faire l'entraînement le soir en rentrant quand on n'est pas forcément motivé. Voilà. Tu vois, ça, j'ai essayé et j'y arrive pas.
Il faut J'ai trop répéter besoin de l'exercice. mon sommeil. Ça, tu vois, c'est le genre de résolution que tu prends et qui est cassée en deux au bout de 15 jours parce que tu es fatigué. Tu le vis comment ça? Je pense que au début, admettons, je sais pas, ton réveil actuellement il est à 7 heures du mat. Je sais pas, t'as ton train-train, tu te lèves, tu t'occupes des enfants, tu déjeunes, machin. Et ben au début, tu vas mettre ton réveil à 6h30. Et puis peut-être que la première fois, tu vas mettre 10 minutes à te lever, mais t'arriveras à faire peut-être, je sais pas, 10 minutes de renfo. Et en fait, au fur et à mesure, moi en tout cas ce que j'essaierai de faire, enfin c'est ce que j'ai fait d'ailleurs au début pour commencer à m'entraîner tôt, c'est de diminuer petit à petit en fait l'heure du réveil et en fait et préparer aussi ses affaires le soir. Je pense que c'est important et pas réfléchir. On entend le réveil, on l'éteint, on se lève et on se bouge et on sait que une fois la séance terminée, on sera fier du travail accompli. Ouais, ça, c'est un super bon conseil, ça, de préparer ses affaires la veille, et d'avoir, en fait, le moins de freins possible, qui t'empêchent de partir. Te dire: «Ah tiens, je trouve pas mes chaussettes, je trouve pas ci, je trouve pas ça» Ça, ou que la séance je soit vais faire du préparée. bruit». Ouais, Mmh. Non, c'est un super bon conseil ça de préparer ses affaires la veille et puis d'y aller progressivement et pas de vouloir révolutionner sa vie, ça marche pas ça. c'est ça. Ça marche pas. Ça tient pas longtemps. Ouais, ouais. Il y a peu de chance en tout cas. Ça peut arriver. Ouais, 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 si, des fois sur certaines addictions, on recommande d'arrêter comme du jour au lendemain, tu vois? La cigarette, moi j'étais addict aux jeux vidéo, j'avais été voir un psychologue, qui m'avait dit, «Faut que vous arrêtiez complètement, vous arriverez jamais à réduire». Et puis j'ai écouté son conseil et en fait, j'ai fait qu'une séance et puis voilà. Ça a marché, ouais. C'est ouais, des fois révolutionner sa vie, ça fonctionne, mais pas toujours, ouais. Ouais, Mmh c'est ça, je pense qu'il y a un et rythme à trouver quand même. c'est ça, exactement. Et alors du coup, tu as augmenté les distances, on sent quand même que tu es quelqu'un de raisonnable, qui va dans la progressivité. Tu vois, justement, tu parles de ton réveil comme ça que tu décalais petit à petit. Hem Ça s'est fait comment en fait ton évolution vers l'ultra? Euh, c'est pas forcément un bon exemple justement. Euh, Ah! Intéressant. j'ai dû passer, ouais, non, j'ai fait de 0 à 50 en 6 mois, je pense. Et je crois qu'au bout d'1 ou 2 ans, je faisais mon premier 100 bornes. Et puis, par rapport au début, pareil, je crois 3 ans plus tard, peut-être 4 ans, j'ai fait le 200 bornes, un 200 bornes dans les Vosges. Et puis, bah là, on est en 2022. Ouais, peut-être 5, 6 ans plus tard, du coup, et ben, j'ai fait donc ce que j'ai fait cette année, en juin l'année dernière. Donc la traversée du GR 223, donc en Normandie, donc qui relie le Honfleur, la ville de Honfleur au Mont-Saint-Michel, à travers le littoral normand. Donc ça fait un peu plus de 620 kilomètres. Voilà. Mmh. C'est énorme, c'est énorme. Et j'aimerais qu'on revienne sur, celui des Vosges. Déjà 210 kilomètres, une course. Comment est-ce que tu as préparé ça? Parce que, déjà, faire un 100 bornes, c'est important. Un 210 kilomètres, enfin c'est encore une distance que j'ai jamais Ouais. fait, je sais même comment est-ce que tu t'y es préparé? Et notamment, ce qui m'intéresse en ce moment pas mal, c'est le côté sommeil parce que, sur l'Infernal Trail des Vosges, enfin, tu peux pas te permettre d'aller, faire des grosses siestes, de 2 heures. Ouais. Comment est-ce que tu as préparé tout ça? Bah déjà, donc ouais, le dernier plus long que j'avais fait, c'était le ouais, 100 bornes du Haut-Königsbourg. Et après, je suis passée aux 200, donc j'ai pas eu de course intermédiaire, de distance intermédiaire, donc c'était vraiment nouveau. Et ensuite, pour les Vosges, en fait, donc c'était l'an dernier que je l'ai fait, donc en 2021. En fait, en mai 2021, en fait, je cherchais à être accompagnée d'un point de vue autant sportif que mental, d'être accompagnée dans mon entraînement, en fait. Et donc, c'est là que j'ai contacté Stéphane Brognard pour pouvoir déjà échanger avec lui et voir si ça l'intéressait aussi de me suivre et d'essayer de me faire amener, en tout cas, au bout de cette ligne d'arrivée des 200 bornes. Donc, c'est surtout avec lui que j'ai pu travailler pendant 4 mois peut-être avant l'infernal. Après, concernant donc la prépa, ça a été
des sorties en montagne, un peu de renfo, mais le renfo c'est plus l'hiver en général. Donc quand on prépare la caisse. Là j'arrivais un peu au dernier moment en fait pour pouvoir préparer l'infernal, mais ça l'a fait. Et en termes de sommeil, et ben en fait j'ai dormi une fois 10 minutes sur les, je sais plus combien de temps j'ai mis, sur les 44 heures, 45 heures de course, je crois, ouais. T'as une fois 10 minutes, mais non, c'est incroyable. Ouais. La semaine dernière, j'étais en enregistrement avec Maude, Méry, qui me disait que sur les pareil, elle a mis, 40 et quelques heures, elle a pas du tout dormi. Et toi, tu me dis que tu as dormi, 10 minutes. J'ai fait la TDS il y a quelques mois, sur, 35 heures, je dors peut-être 1 heure et demie, enfin peut-être même 2 heures. Mais comment est-ce que tu résistes, au sommeil? Enfin, Bah en fait, il y a pas un moment où tu as juste envie de t'écrouler? bah ça va. En fait, on sait très bien que quand on part pour une telle distance, on sera pas là pour passer une nuit dans un hôtel, en gros. Et je sais que je suis très lente, donc en gros, je pars souvent dans les dernières, et puis je sais que si je veux arriver devant, et ben j'ai pas de temps à perdre en fait sur les ravitaux, sur le sommeil, tout ça. Faut que je compense en fait mon allure de tortue pour grappiller du temps et des places par rapport aux autres. Et tu vois justement peut-être que ce qui fait que t'as dormi 1 heure et demie, c'est peut-être que t'es plus rapide. Du coup, enfin tu vois t'as du temps à récupérer et puis peut-être que le corps se fatigue d'une autre manière aussi. Je sais pas. Donc comment est-ce que j'arrive à dormir? Bah, la première nuit, si je voulais, j'étais déjà fatiguée parce que je prenais le départ déjà avec un petit taux de fatigue. Donc j'aurais très bien pu dire allez, je rentre à la maison, je suis trop fatiguée. Mais encore une fois, quand on prend le départ de ce genre de course-là, je pense que c'est pas anodin. On sait pourquoi on est là et ce qu'on est venu chercher. Et je pense que c'est ça qui nous fait de toute façon tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais. C'est intéressant parce que, il y a quand même, j'imagine, des moments où la fatigue, elle tombe, quoi. Et est-ce que, il y a des exercices de prépa mentale que tu as fait qui t'ont aidé à ne pas lâcher, à continuer? Est-ce qu'il y a peut-être des épisodes de ta vie qui font que, tu as un caractère à ne rien lâcher, à garder la discipline jusqu'au bout, de continuer malgré la difficulté? Comment t'expliques ça, en fait? Parce il y en a plein, en fait, qui arrêtent, qui abandonnent, qui comme moi s'allongent sur la pelouse pour dormir. Enfin, tu vois? Ouais, bah franchement des exercices en tant que tels, non, j'en ai pas à recommander. Après, je pense que on peut dire que ouais, c'est une force de caractère, comme tu dis, de rien lâcher, d'être déterminé. Et comme je disais tout à l'heure, tu vois, donc j'étais asthmatique, enfin je le suis toujours, mais la course à pied m'a beaucoup aidée. Et du coup, tu sais, c'est un peu une sorte de revanche, on peut dire, sur le fait de détester les crosses ou je ne sais quoi à l'école, et de se prouver aussi à soi-même de qu'on est capable en fait de pouvoir se dépasser, d'aller au bout, et de montrer aussi à d'autres que c'est pas parce que tu viens de glisser ou je ne sais quoi qu'il faut arrêter tout de suite. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de la volonté. Je pense que c'est important. Ouais. Tu dirais que ça vient peut-être aussi de ton éducation, et que peut-être que tes parents t'ont inculqué, ces valeurs-là? Ouais, ouais, Je cherche vraiment d'où ça vient, en fait, ce fait que tu en as qui abandonnent à la première difficulté et puis, bah, je pense vraiment que tu vois, il y a cette notion de cause noble et encore une fois de pourquoi t'es là. Et je pense que ça, quand tu l'as pas, quand tu sais pas pourquoi t'es à minuit sur le départ d'une course où il verse, c'est compliqué d'aller au bout, tu vois. Dans ta tête, au moindre bobo, t'as envie de mettre le clignotant. Et puis, je pense vraiment c'est dans la tête, quoi. Ça, j'en suis presque persuadée, ouais. Enfin, même persuadée. alors on reconnaît un petit peu le discours de Stéphane qu'on salue, hein. Stéphane qui est déjà passé plusieurs fois sur le podcast et Ouais, qui est c'est ultra inspirant pour ça, hein. c'est vrai qu'il m'a. En fait, j'avais déjà cette niaque en fait à chaque fois de vouloir donner le meilleur, tout ça, mais de prendre conscience par rapport à tes questions
prendre conscience de comment aller au bout. Je pense que ouais, ça, il m'a beaucoup aidé en fait à échanger avec lui et de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir. En fait, ça a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Plus limite que je pourrais dire que les séances de course à pied ou des choses comme ça. Quoi. Je pense que c'est important. Enfin, en tout cas pour une longue Ça, distance. ouais, bien sûr, je suis ultra convaincu de tout ça, là. Se mettre des mots sur les choses, tu sais, là, en ce moment, c'est la fin de l'année, faire le bilan de son année, savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. De vraiment le verbaliser, en fait, et de pas juste se dire: «Bon, ouais, j'ai pas réussi». Heu, Ouais, puis de prendre le temps de faire tout ça. puis de pas se voiler la face. De se dire, là, j'ai été con, enfin, j'ai mal agi, et pas se dire, ah non, c'est de la faute de l'eau gazeuse qui était sur le ravito qui était pas bonne. Enfin, tu vois, c'est pas se voiler la face, quoi. Je pense qu'on est trop nombreux encore à chercher des excuses là où il y a pas lieu d'être. Et ouais, voilà. Ouais, si tu vois, je prends un exemple, l'année dernière, je devais faire, alors le dernier homme debout à Orvaux Ouais. et quand, l'organisation m'a demandé: «Mais combien de tours tu veux faire?» Bah, j'ai dit: «Bah 24». Il me dit: «Bah non, mais 24, c'est le maximum». Je dis: «Bah ouais, 24. Quand je commencerai un ultra, c'est pas pour, m'arrêter à un ravito». Donc j'essaierai. Après, si je peux pas, bah, je peux pas. Mais au moins, tu vois, le truc, il est clair dès le départ, quoi. Après, si tu y arrives pas, tu te dis: «Bah, en fait, j'étais pas assez entraîné pour ci, pour ça». Mais déjà, dès le départ, vaut mieux se dire, «Je vais tout donner», quoi. Si, tu pars en disant: «Ouais, bon, on verra», enfin, c'est important, je pense, ouais, de verbaliser les choses, d'essayer de te donner un peu, de donner le meilleur de soi et puis au final, en fait, on fait tous des meilleures performances grâce à ça et c'est toutes petites choses, quoi. Ouais. Ouais, mais justement, tu vois, là, ton objectif, c'était de faire 24 heures, donc 24 boucles. Et est-ce que tu savais pourquoi tu voulais faire ça? Tu vois, parce que, bah, par exemple, j'ai fait le dernier homme debout, là, en Maurienne, parce que j'avais envie de faire un dernier truc, et je savais que j'irais pas très loin parce que même si physiquement ça allait, mentalement, je me demandais ce que je faisais là en fait. Tu vois, pourtant Ah oui, j'avais dès envie le départ, hein. de faire un maximum, etc. Mais en fait, au bout de je sais plus 3-4 boucles, j'ai fait ouais j'arrête, j'en ai marre parce que je savais pas pourquoi j'étais là. Tu trouves que ce format de course n'a pas de sens? Ah non, c'est pas du tout ça. Je pense que pour le coup, tu vois, j'avais fait mon truc en début d'année avec ma grosse envie, ma grosse motivation, ma cause, etc. Et que là, j'avais plus rien en fait. J'avais plus rien pour me faire avancer quoi dans la tête. Rien à voir avec le Mmh. format, hein, c'est pas Ah oui, d'accord, OK. Non, le mais parce pourquoi que de ça, prendre c'est un un vrai départ, sujet, quoi. hein. C'est un vrai sujet, c'est un vrai débat, hein, ça, ce format de course, tu vois, j'en ai discuté avec un Normand d'ailleurs, Gary Bauer qui écoutera sûrement le podcast et qu'on salue, qui est mon copain de course off, et en fait, c'est quelqu'un qui est très, très bon et qui fait des podiums sur des ultras et cetera et pour lui, en fait, ce format de course et il le dit, clairement, ouvertement et on en a longuement débattu. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Hem et ben, il trouve que ça n'a aucun sens, et pour lui, en fait, il fera jamais ça, Mais donc c'est tu un vois, ça gros c'est un exercice mental comme mince, comme comme format. course. Ouais, comme format, ouais. Pour moi, c'est plus mental que physique, parce que justement, à chaque fois, tu reviens au point de départ. Une heure plus tard, faut que tu sois reparti. Enfin, c'est justement, faut que mentalement tu sois solide pour pas abandonner tous les 6 bornes, quoi. Bah, tu vois, moi je suis assez d'accord avec toi, hein, c'est, parce que sinon je n'irais pas le faire. Mais, dans lui, ses arguments, c'est, bah, ouais, mais sur un ultra, faut aussi avoir de la force mentale d'aller repartir après un ravito s'il fait mauvais, si, tu as quand même la satisfaction de découvrir de nouveaux paysages, d'aller à la rencontre d'autres gens et cetera. Et Alors que justement, ça, sur ce format-là, tu es tout le temps au même endroit, quoi. Justement, comme il l'a dit, sur un ultra, tu as la satisfaction de rencontrer d'autres personnes, paysages, etc. Donc, ça fait que ton mental, quand il a un coup de mou, tu rencontres quelqu'un au cas où qui est dans un coup de boost et c'est bon, toi aussi tu repars. Alors que là, sur la boucle, tu fais 24 fois le même parcours, à une même allure à peu près, parce que l'idée c'est d'être le plus euh,
le plus endurant possible. Tu croises toujours les mêmes personnes. T'en as comment dire, qui sont à se plaindre à chaque tour. Enfin, moi, je pense que mentalement, c'est un bon exercice en tout cas. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts aussi. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'est un format qui, moi, m'attire parce que je suis curieux, en fait, et puis j'ai envie de pouvoir en parler. Donc je vais aller le faire l'année prochaine, tu vois, parce que je l'ai pas fait cette année parce que Ah, j'avais une d'accord. fracture de fatigue, mais donc j'y vais l'année prochaine, du coup. Ouais, non, c'est un bon Donc exercice. j'en parlerai avec plus de recul après le mois de février. Ouais, ça marche. Ok, ok. Alors du coup, ce projet GR 223, donc qui est enfin un FKT. Est-ce que tu peux expliquer cette histoire ou cette folie, je ne sais pas comment l'appeler. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu disais en fin d'année faire un bilan de l'année passée. Donc ça, c'est une chose, mais c'est aussi faire un planning de l'année à venir. Écrire, comme le dit si bien ouais, Stéphane, c'est écrire sa partition, savoir vers où on va se diriger et quel sera l'événement majeur, soit de l'année prochaine, soit des années à venir, et comment on va préparer cet événement. Donc l'année dernière, je me suis demandé ce que j'allais faire après le 200 bornes, forcément, toujours plus ou pas. Et j'avais déjà cette idée de vouloir faire un GR. Donc moi, je suis pas forcément, enfin, j'ai jamais trop fait de randonnée ou de choses comme ça, mais voilà, l'idée du GR et faire quelque chose en off et pas avec un dossard sur le ventre, ça me tentait bien. Et donc j'ai réfléchi un peu à différents parcours et en fait le 223 donc en Normandie, c'était celui qui coulait de source en fait parce que bah déjà je suis originaire d'ici donc quand on faisait des randos quand on était petite c'était toujours sur ces sentiers-là donc voilà c'était vraiment le GR le plus logique que je pouvais faire. Et puis en termes de distance, donc 620 km, ça me convenait bien, avec peu de dénivelé pour le coup. On est à 5-6 000, je crois, de dénivelé sur 600 bornes, donc c'est presque rien. Euh, donc voilà, l'envie de ce GR était là. Après, fallait trouver. Pour moi, c'était important de savoir pourquoi, encore une fois, je voulais faire ça. Et pour qui est-ce que je pouvais mettre ça en place et donc comme je suis asthmatique, en fait quand j'étais petite j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital de Cherbourg. Donc je me suis dit bah écoute mets en place une cagnotte participative et puis l'intégralité des dons tu pourras l'utiliser pour faire des cadeaux, acheter de la décoration, des choses comme ça pour le service pédiatrique du centre hospitalier public du Cotentin donc à Cherbourg. Donc voilà, ça s'est mis en place. Donc ça, c'était je sais plus, en novembre l'année dernière. Donc pour faire enfin voilà, l'idée c'était d'être accompagné être suivi par un van pour en fait avoir le moins de fois à me détourner du GR. En fait, voilà, maximiser mes, on va dire, mon temps sur le parcours et puis avancer le plus possible. Donc, mine de rien, 600 bornes, il faut un minimum de matériel, enfin, un peu de chaussures, de vestes. Enfin voilà, on connaît la météo en Normandie, donc il fallait un peu de matos. Il me fallait un peu d'argent aussi bah, pour pouvoir louer le van, pour avoir du monde qui puisse me suivre. Donc finalement, c'était ma famille qui m'a suivi sur le parcours. Et puis, donc voilà, donc ça c'était fin d'année. Début d'année, là, 2022, eh ben, j'ai commencé à faire des recherches de partenariats, justement pour pouvoir financer tout ça. Parce que un des objectifs, en complément là, de la cagnotte pour les enfants, c'était aussi de réaliser un court-métrage de la traversée. Donc ça, pareil, fallait financer aussi cet aspect-là. Donc ça m'a pris pas mal d'énergie, pas mal de disponibilité mentale utilisée. Et puis, donc ça, j'ai mis 3-4 mois peut-être pour trouver différents partenaires. En complément bien sûr, de continuer à s'entraîner
pour cet objectif-là, que j'ai commencé, donc la traversée a commencé le 21 juin l'année dernière, enfin cette année. Voilà. Trop bien. J'ai énormément de questions parce que forcément en fait ça inspire et puis ça soulève des questions ton histoire. Comment est-ce que tu as découpé le parcours? Déjà, est-ce que tu l'as découpé? Comment est-ce que tu t'es dit je vais faire ce plan de course là? Tu t'es fait accompagner donc par Stéphane pour la partie entraînement, mais pour toute la partie logistique, donc tu dis que tu avais ta famille, mais tu vois, ma question, c'est, enfin, est-ce que tu te disais tous les jours, je vais faire 100 km, tous les jours, je vais faire ce que je peux, et puis on se rejoint ben, là où j'en peux plus. Comment est-ce que tu t'es parti? Ouais, alors l'idée c'était en gros de partir à chaque fois vers 4 heures du matin et d'arrêter vers 18-20 heures le soir pour laisser le temps de se doucher, de récupérer, de manger et d'avoir un bon sommeil. Donc ça, c'était dans l'idée. Et puis voilà, après, le van, en fait, me retrouvait, durant la journée, le van me retrouvait tous les 10-20 kilomètres. Donc comme ça, j'avais le moins de nourriture possible à transporter sur moi. Enfin voilà, je les voyais un maximum. Donc ça c'était prévu. Et donc le soir, on s'est arrêté dans l'idée, hein, je parle bien. Dans l'idée, voilà, on se retrouvait vers 18-20 heures et puis on voyait où on en était, on avançait comme ça. Et aussi, l'intention, c'était d'essayer de faire ces 600 et quelques bornes en moins d'une semaine. Donc voilà, il y avait ces deux paramètres-là. Dans les faits, ça s'est pas passé comme ça. Ça se passe Ça rarement, se je jamais, pense. ça, ouais. C'est ça. C'est comme les business plans. Le seul truc qui est vrai, c'est la date. Ouais, c'est ça. Dans les faits, bah déjà le premier jour, donc c'était un dimanche, je suis partie seulement à 7 heures de Honfleur parce qu'il y avait des élus de la ville qui pouvaient être présents, donc ça c'était prévu quand même le départ 7 heures le dimanche. Le premier jour, ouais, donc j'ai arrêté vers 19-20 heures, donc j'étais plutôt dans mes clous. J'avais fait 100, un peu plus de 100 bornes, 100 bornes la première journée. La deuxième journée, à peu près pareil, on est parti vers 4 heures du matin, on s'est arrêté vers 21 heures peut-être, pareil, 100 bornes. Et à partir de ce jour-là, en gros, j'ai eu des grosses douleurs au tibia. C'était pas prévu dans le plan, ça. Grosses douleurs et en gros, donc j'avançais beaucoup moins vite. Donc j'avançais déjà pas forcément rapidement, mais là encore moins. Et donc, en gros, à partir du mardi, j'ai commencé à partir plutôt vers 2 heures du matin. Et puis, des fois, ça m'arrivait de finir à 10 heures du soir. Donc, en gros, des fois, ouais, je dormais 2 heures à peine. Et le dernier jour, donc en gros le samedi, on est parti vers 1 heure du matin, je crois, dans la nuit du vendredi au samedi. Et on est revenu au van seulement à 5 heures du matin, donc dans la nuit du samedi au dimanche. Donc ça faisait 28 heures à peu près sans, enfin sans vraie pause, on va dire. Donc voilà, ça s'est pas du tout passé, on va dire, comme c'était écrit, mais voilà. Donc ça, c'était pour respecter cette limite d'une semaine. Ouais, c'est Du ça. coup, tu as fait le choix de grignoter sur le sommeil. Est-ce que à refaire, tu referais de la même façon dès le départ? Alors déjà, si c'était à refaire, là, j'avais fait aucune reconnaissance du parcours. Si je connaissais peut-être 100 bornes sur l'intégralité, c'était tout. Et en fait, je pense que faire une reco, ça m'aurait permis de voir les différents types de terrains. Peut-être voir à quel moment je pouvais essayer d'être un peu plus rapide ou pas. M'attendre. En fait, voilà, il y a des fois, je me suis retrouvée un peu en mode hors piste parce que les sentiers à cette période-là étaient pas encore dégagés. Peut-être, en fait, ça m'aurait permis d'appréhender plus de choses que j'ai découvertes sur le moment, mais qui m'ont pas déplu non plus. Et si c'était à refaire, et ben, du coup, il y a aussi l'histoire de ma douleur au tibia, où j'ai jamais eu mal, mais en fait, là, il y a un moment, voilà, ça faisait un peu moins de 200 bornes que j'avais fait avec les mêmes chaussures, donc avec des Altra, donc zéro drop, et je me suis dit, bah tiens, je vais changer pour, je sais pas, pour varier un peu, etc. Et en fait, c'est quand j'ai changé de chaussures, ça m'a démoli les jambes. Donc déjà, je pense que ça, je referai pas cette erreur-là. Je pense que si on est bien dans une paire de chaussures, faut pas chercher à changer. Même si c'est de la route, alors qu'on est en train de faire de la caillasse ou des choses comme ça. En fait, sur l'allure sur laquelle j'étais, ça fonctionnait très bien. Donc ça, je pense pas que je referai l'erreur.
Et sinon, ouais, je sais pas. Parce qu'en même temps, à la fin, j'étais clairement en déficit de sommeil pour me permettre d'avancer plus vite. Donc, il faut réussir à trouver un équilibre qui est pas évident, en fait, quand on n'est pas rapide. C'est exactement ça, là où je voulais en venir, en fait, c'est de connaître cet équilibre. Je sais pas si, tu vois, c'est étudié ça. Et d'ailleurs, je serais enfin, je vais recevoir bientôt un spécialiste du sommeil pour parler de tous ces sujets-là, parce que trouver cet équilibre un petit peu en mode comme les navigateurs là, qui dorment un tout petit peu pour repartir de plus belle, versus faire une grosse pause. Tu vois, est-ce qu'il vaut pas mieux dormir 5 minutes toutes les 2 heures Ouais. plutôt que 2 heures par jour, tu vois, en un coup? Tu vois, c'est un peu là ça ma question. Mais Et juste, est-ce que tu as expérimenté ça? ouais, bah en fait, les 2 premiers jours, moi, dans mon plan, pareil, je m'étais dit, parce que moi, je suis une accro des micro-siestes au quotidien, quoi. Je me fais 20 minutes de sieste par jour. Et du coup, je m'étais dit, bah, dans l'heure de midi à peu près, je ferai 10 minutes de sieste, quoi, systématiquement. Et en fait, j'ai fait les 2 premiers jours et j'arrivais pas du tout à me poser finalement. Pourtant, j'ai l'habitude, mais là, j'y arrivais pas. Et c'était super dur de repartir physiquement. J'avais les jambes super lourdes et tout. Et du coup, après, au bout du 2e jour, j'ai arrêté ces siestes de 10 minutes là parce que ça me faisait plus perdre du temps et de l'énergie qu'autre chose. Et à partir du vendredi, j'ai fait plusieurs siestes, micro-siestes de 5 minutes sur le bord du terrain quand je sentais que ça tombait. Et donc ça a été efficace peut-être 3 4 fois. Et après, dans la nuit du samedi au dimanche, même quand je faisais des micro-siestes, ça servait plus à rien, en fait. Donc, ouais. Je- J'ai pas la science exacte là-dessus, mais je pense que pareil, encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Et je pense que quand il y a trop de fatigue, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à y faire. Est-ce que tu crois pas que c'est parce que la fin était proche? Que ça n'avait Euh, plus d'efficacité et puis qu'en fait, tu avais juste une envie, c'était d'arriver, quoi? Bah, je sais pas, non, je sais pas, parce que tu vois, je m'endormais quand même 5 minutes vite fait, mais je me réveillais, j'étais quand même super fatiguée, en fait. Donc, Mmh. En fait, ce que tu dis, c'est que tu en avais besoin de beaucoup plus de temps ouais, de sommeil? ouais, c'est ça. Mmh. Et en fait, tu avais jamais fait donc des distances aussi importantes. Quand, quand on repart, est-ce que, je sais pas, peut-être la alors oui, tu as eu cette douleur au tibia, donc c'est peut-être un peu biaisé, mais au bout d'un moment, est-ce que ton corps s'habitue justement à repartir comme ça, heu et puis qu'il faut juste un petit temps pour que la machine se remette en route, mais ça se fait bien? Ouais, c'est ça. En fait, le réveil, des fois, à 1 heure du mat, il posait pas de problème, même si on s'était couché à 10 heures. Enfin, il posait pas de problème. C'est un bien grand mot, mais j'étais pas là en mode, ah, je veux le rééteindre, je veux rester au lit, en fait. Parce qu'encore une fois, j'ai jamais eu envie d'arrêter ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie d'y aller. Même si quand je me levais, c'était une cata, quoi. Il me fallait bien une demi-heure au moins pour réussir à me remettre en route. Mmh. Ouais, c'est marrant ça, un peu comme le corps s'adapte et se trouve des mécanismes comme ça pour repartir, alors que, enfin, tu dis c'est hallucinant quoi, 100 kilomètres par jour pendant une semaine. En gros, hein, c'est ça, à peu près ça. Ouais, à peu près, à peu près. Euh, Ouais, sans borne les 2 3 premiers jours, puis après, j'étais plus sur 70 80 kilomètres, mais ouais, c'est ça. ouais. C'est assez fou quoi. Enfin, tu vois, alors que il y a encore quelques années, on parlait de faire pas plus de 2 marathons par jour quoi. Par an, pardon. Par jour, ça fait Ouais, beaucoup par contre. ouais, c'est un peu ça, mais surtout qu'en plus, pareil, il y a un truc que j'arrive pas encore à expliquer, c'est qu'au bout d'une journée, j'avais les jambes toutes gonflées. Enfin, je sais pas, j'ai dû faire de la rétention d'eau, ou j'en sais rien. J'étais vraiment gonflée. Et du coup, bah, les articulations étaient un peu plus douloureuses. Et ça, pareil, quoi, c'est pas des choses que j'avais anticipées. Et j'ai pas trouvé de solution pour diminuer ça. Donc, effectivement, il y avait quand même pas mal de paramètres, on va dire, de douleur que je mettais de côté parce que mon objectif, c'était d'avancer et de faire ce que je pouvais, en fait. Alors, tu as l'air d'avoir une sacrée résistance à la douleur quand même. Comment est-ce que tu fais la différence entre la douleur qui, bon, allez, bouge-toi le cul, ça va passer, et la douleur, ah non, là, je suis en train de me flinguer, vaut mieux que j'arrête. Bonne question. C'est difficile, hein? Ouais, ouais, parce qu'il y avait des Parce que tu douleurs. vois, pour te donner un peu mon mantra, c'est un trail ou un ultra ne doit pas me coûter plus d'une semaine de courbature.
Tu vois? Bah là, c'était raté. Est-ce Bah ouais. Là, clairement, il y a un moment où, je sais plus, au bout de 4, 5 jours, je crois, il y avait des endroits où j'avais super mal, alors que j'avais jamais eu mal comme ça. Et je me disais, ça, c'est possible qu'il y ait un moment où ça te flingue et que tu puisses plus courir pendant 6 mois. Tu vois, donc ça, j'en étais consciente et j'acceptais pour le défi, pour l'arrivée, pour les enfants hospitalisés, etc. J'acceptais de mettre ça de côté, en fait. C'est pas la réflexion que j'ai à chaque fois, mais pour le coup, pour cette semaine-là, c'était vraiment ça. Ah oui, d'accord, donc tu as verbalisé ça, tu t'es dit, ce défi-là vaut le coup, que je ne puisse plus courir pendant 6 mois». C'est ça. Bon, ça, c'était moi et moi-même dans ma tête, hein, parce qu'après, Mmh. sur une semaine comme ça, l'objectif, c'est pas de se plaindre toutes les 3 minutes à dire j'ai mal là, j'ai mal ici. Donc, mais ça, c'était, ouais, j'avais conscience de ça quand même. Ouais, ça n'a pas été le cas, hein. 2 semaines après, j'ai pu recourir, donc ça va. Ah! Bon, c'était pas si grave que ça alors cette Bah non, douleur, tu c'est dirais. pour ça, ça valait vraiment pas le coup de s'arrêter ou de s'écouter, Mais en fait. c'est ça qui est ultra compliqué en fait à définir justement. C'est quelle est, la limite entre, la douleur qui est juste en train de te flinguer et puis si tu as pas envie en fait d'arrêter pendant 6 mois, et cette douleur qui, bah, en fait, c'est juste, normal et ça passera, quand, tu te reposeras un petit peu, quoi. Bah, c'est ça, je pense que le corps aussi, bah, il est pas forcément fait pour courir 600 bornes toutes les semaines comme ça. C'est sa manière à lui de réagir. Et je pense que peut-être que, tu vois, si demain je refaisais 300 bornes ou je sais pas, bah, peut-être que j'aurais beaucoup moins tous ces symptômes de douleur, toutes ces fausses alertes que le cerveau essaye de t'envoyer pour te dire retourne dans ton canapé, mange une pizza, t'étais mieux, quoi. Enfin, voilà. Mmh. Alors ça, c'est quand même vachement cool aussi, hein, mais Il y a plus de plaisir comme ça. mmh, ouais, de plaisir, immédiat, mais à long terme, C'est ça. c'est clair. J'ai lu un article justement sur la sédentarité qui était, l'une des premières causes de mortalité, c'était un super article avec François Carrère qui est un cardiologue, breton. Bref, Ouais, mais et et alors, est-ce que, le fait d'être asthmatique, tu en as parlé quand même, à de nombreuses reprises, il n'y a pas eu un moment, alors peut-être pas pendant le défi, mais où tu t'es servi de ça comme étant, je te le dis parce que c'est ce que j'ai fait, parce que je suis aussi asthmatique, mais asthmatique à l'effort, donc un petit asthme et tu t'es servi de ça pour te dire: «La vitesse, c'est pas pour moi, je peux pas faire des séances de VMA, des séances d'intensité et cetera». Il y a pas eu un moment où ça t'est servi tu t'es servi de ça comme excuse ou au contraire, en fait, tu en as fait une force? non, j'essaie plutôt de le prendre comme une force justement. C'est sûr que chaque séance de vitesse, j'en chie. C'est galère après, pareil après un KV ou des choses comme ça, mais j'ai pas envie d'essayer de commencer à me trouver des excuses pour pas faire telle ou telle séance, même si je sais que j'aurai jamais une vitesse de pointe de je sais pas combien de kilomètres heure et que voilà, j'ai la carcasse que j'ai. Mais je pense que c'est pas ça qui justifie le fait de faire sauter des séances, au contraire. Je pense que tu as encore plus de fierté quand tu finis ce genre de séance-là avec les éventuelles difficultés que tu rencontres, plutôt que de bâcher le truc, en fait. Et du coup, le côté asthmatique t'a posé aucun problème pendant ce défi-là, comme la vitesse était, faible? Ouais, non, j'ai pas eu du tout de soucis. Mmh. Et ouais, non, puis j'ai appris aussi, justement, au cas où. En fait, c'est surtout avec les émotions aussi, des fois, que ça peut s'emballer. Et donc, je pense qu'avec le temps, j'ai aussi appris à gérer ce truc-là, donc c'est plutôt bien. Tu dis que les émotions sont liées, au crises d'asthme? Non, disons que quand tu commences à avoir, tu le sens quand t'as de l'asthme, etc. Et si en plus de ça, tu vois, tu y ajoutes des émotions, que ce soit, je sais pas, aller courir vite, avoir des émotions, de la tristesse, de la joie, des choses comme ça, et ben, j'ai l'impression que ça s'emballe encore plus. Tu vois que la crise, elle arrivera encore plus vite. Donc ça, faut réussir, je pense, à lisser en fait l'effort, lisser ouais ces émotions-là pour pouvoir gérer au mieux ce passage-là, quoi. Mmh, d'accord, ouais, c'est intéressant. Hem,
Ok. Et alors sur une distance aussi importante, tu vois, il y a l'une des premières causes d'abandon sur des ultras, c'est les problèmes digestifs. Euh, Ça t'a pas posé de problème du tout? T'as géré ça comment? Non, j'ai pas eu de soucis. C'est vrai que là-dessus, je suis pas trop à plaindre, pour l'instant en tout cas. Euh, Comment je mangeais? Bah, je prenais mon petit déj, un bon petit déj. Encore une fois, je pense que c'est aussi lié à l'allure, hein. C'était pas vraiment pas rapide. Euh, ouais, non, je mangeais. Et puis après, dans la journée, bah, justement, comme j'avais l'accès aux vannes tous les 10-20 kilomètres, j'ai mangé pas mal de fruits. Pas mal de fruits. Au bout d'un moment, c'était sandwich confiture. Donc, en fait, pas mal de sucré quand même. Je mangeais un peu de riz, de la salade et quelques bars. Mais non, je me suis pas lassée. Je sais pas, je mangeais des glaces aussi. Euh, j'ai pas mangé de pizza ni de kebab non plus. Je sais pas. J'en ai pas eu envie. Mais c'est pas quelque chose que je m'interdisais si jamais j'en avais eu l'envie en fait. Justement, j'avais la chance d'avoir du monde qui m'accompagnait. Donc, si j'avais eu des envies en particulier, c'était le moment ou jamais, quoi. Ouais. Mais j'ai pas eu de problème de nutrition. D'accord. Parce que c'est vrai que souvent on dit que plus la distance est longue et plus les repas doivent se rapprocher d'une alimentation que tu aurais tous les jours et pas spécialement des trucs énergétiques qu'on peut retrouver dans les alimentations de nutrition sportive. Ouais. Euh, mais, mais je me demandais qu'est-ce que ça donnait à pousser un peu à l'extrême comme ça. Comment est-ce que tu t'y étais pris? Bah Étais après, c'est pressé? vrai que j'ai pas non plus passé ma semaine à manger que des bars énergétiques et des Mm. compotes énergétiques non plus. C'est vrai que j'ai pas mal mangé, ouais, de choses comme tu dis, qu'on peut manger au quotidien. Des yaourts, des compotes, enfin des trucs, ouais, qu'on peut manger. Après, j'ai peut-être pas, c'est ce que je me suis dit, mais il était déjà trop tard au bout du deuxième jour. J'ai peut-être pas ingéré assez de protéines, tu vois, pour toute la récupération, des choses comme ça par rapport à l'effort. Parce que je suis pas forcément très viande ou enfin, je m'étais pas dit, ah, faut que tu penses à réingérer tant de calories, tant de protéines, tant de lipides, des choses comme ça. Donc ça, je pense que ce serait à revoir par contre. Ouais, tu t'étais pas fait accompagner du coup sur le plan nutritionnel avec un truc hyper strict Non, je et faisais au calculé feeling. quoi. Ouais. Hmm, ok. C'est souvent une bonne idée, hein, ça marche. Ouais. Enfin, Mais quand peut-être t'as que pas de là, problème en ça plus digestif. ouais, c'est ça, mais ça aurait peut-être été mieux d'avoir d'autres apports. Ouais, je sais pas. Ce serait peut-être à Hmm. voir. Quand on part sur un projet comme ça, sur une distance comme ça, et tu vois, en plus tu le disais, tu n'avais pas fait de reconnaissance, euh, il se passe toujours des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Est-ce que tu as des choses qui étaient un peu, je sais pas, un peu what the fuck, quoi, des trucs qui se sont passés pendant cette aventure que tu n'aurais pas prédit Euh, avant? ouais. Ouais, en fait, effectivement, donc ouais, j'ai pris le départ de ce truc-là, j'y connaissais rien du tout. Enfin, voilà, j'ai expérience à la limite proche du néant. Et pour ceux qui m'accompagnaient, pour eux, enfin, ils connaissent à peine le trail. Donc, tout ce qui est assistance, ravitaillement, tout ça, c'était nouveau. Donc, ça faisait pas mal d'imprévus. Après, finalement, donc j'avais mon compagnon Mehdi enfin, qui m'a beaucoup suivi, soit en courant, soit en vélo. Donc en tout. Et puis si c'était pas lui, c'était d'autres personnes parce qu'en fait j'avais diffusé aussi sur les réseaux. Voilà, le but c'était pas de faire mon truc solo, c'était vraiment de faire un événement partagé. Donc certains m'avaient retrouvé sur le parcours en suivant parce que j'avais une balise. Donc ça permettait de suivre en direct. Même des personnes que je connaissais pas avaient vu des articles dans le journal, pardon. Et donc m'ont retrouvé. Enfin, du coup, ça c'était plutôt sympa. Je pensais pas retrouver autant de monde. Donc ça c'était plutôt un point positif. Et puis après pour les imprévus, franchement tout le monde s'est carrément bien adapté. Et en fait, ça faisait quand même assez chaud au cœur, on va dire, de voir tout le monde à ses petits soins. Et ça, en fait, c'est pas facile à accepter. De demander finalement, même si c'était l'objectif, c'était que je leur demande dès que j'avais besoin de quoi que ce soit. Et finalement, ça, c'était pas si simple. Ouais, d'avoir du monde à ses pieds, on va dire.
Et en même temps, j'ai l'impression que ça a rapproché aussi certaines personnes qui me suivaient. Enfin, ouais, il y a eu pas mal de bonnes surprises dans le sens du partage, en fait. Donc ça, c'était cool. Ah, ça fait des sacrés souvenirs quand même, cette aventure vécue bah, je sais pas, en famille, avec des amis. C'est un truc qui est assez incroyable parce que tu vas suivre. Et souvent, en fait, les gens qui accompagnent disent qu'ils vivent autant l'aventure que celui qui l'a fait. Ah, C'est un peu ce bah oui, qu'ils ont oui, eux, vécu. ils étaient stressés, fatigués. Enfin, je pense Ouais, qu'ils c'est en ça. pouvaient plus à la fin. Ils ont peut-être détesté pendant un bout de temps après, j'en sais rien. Mais non, ouais, justement, là, le court-métrage qui a été fait, je trouve ça génial parce que même moi, ça me permet de voir des choses que j'ai pas vues, qui se passaient pendant que j'étais en train d'essayer d'avancer. Et puis, eux, en fait, il y a eu plein d'aléas, quoi. Donc, ouais. Comment ça s'est passé justement pour ce court-métrage? Comment est-ce que tu as choisi ton vidéaste? Comment est-ce que tu as financé ça? Tu peux citer, hein, les partenaires qui t'ont accompagné. Faut quand même les remercier de t'avoir soutenu sur ce projet. Et ouais, comment t'as, enfin, tu t'y es pris comment? Bah pareil, ça, il y a eu un peu des aléas jusqu'à 2 semaines avant, 2 semaines avant le départ. En gros, j'ai un partenaire qui m'a planté, ouais, 2, 3 semaines avant le départ, et c'était pour pouvoir justement financer le vidéaste. Donc ça, j'ai dû retrouver dernière minute. Et donc c'est grâce à un magasin d'opticien, Martin Optique, qui est pas mal implanté dans la Manche, qui m'a aidé à financer, enfin, qui a financé clairement la vidéo. Et le vidéaste, en fait, je l'ai choisi aussi. Donc c'est Vincent Fleury. Donc c'est un gars qui vient de lancer sa boîte de photographie principalement et puis de vidéo. Et en fait, il s'avère que c'était le fils de ma nounou qui me gardait quand j'étais petite et quand j'étais malade, tout ça. Donc en fait, on se connaissait déjà très bien, mais ça faisait des années qu'on s'était pas revus. Donc ça, je pense que ça a aidé aussi à capter certains trucs, parce que du coup, on n'avait pas forcément de distance vu on se connaissait déjà bien. Donc c'est lui qui a suivi l'intégralité de la semaine. Et il y a 2 fois où il y a Philippe Stano, un autre vidéaste, qui est un peu intervenu pour avoir quelques images en complément. Et ensuite, ouais, donc c'est Vincent qui s'occupait de l'intégralité du montage. Et puis, donc on a organisé un peu le film ensemble. J'ai fait quelques animations, voilà, pour pouvoir, comment dire, animer un peu le film, quoi, avoir l'histoire. Et donc voilà pour le petit film. Ouais. Et c'est toi qui a décidé du scénario? Enfin, ou comment est-ce que vous avez écrit un truc ensemble avant? Ou tu t'es dit, bah tiens, moi j'aimerais bien avoir tel type de rendu, et puis Ouais, non, pareil, c'était au feeling. L'objectif, enfin voilà, moi, pareil, lui, il connaissait rien au trail, rien à la course à pied, donc c'était vraiment nouveau pour beaucoup de monde en fait. Et donc moi, l'objectif, c'était qu'il se fasse plaisir surtout, qu'on ait quand même pas mal d'images du paysage en fait. Parce que un des objectifs aussi, c'est quand même de mettre en avant le littoral normand. D'ailleurs, il y a la Fédération française de randonnée de la Manche qui avait fait un travail de dingue. Enfin, il y avait parce que j'avais échangé avec eux en amont. Et il y avait des fois sur le parcours, ils m'avaient mis des petites pancartes. Bon courage Sonia, on est derrière toi. Enfin, plein de petites choses. Enfin, c'est des attentions comme ça. Et quand t'es dans l'épreuve, ouais, ça fait bien plaisir. Donc non, ouais, pour revenir sur, on n'avait rien scénarisé. Voilà, lui, il avait pris son vélo, il avait son matos, son drone, tout ça. Et donc l'idée c'était qu'il me suive, donc il pouvait aussi me suivre avec son van et essayer d'avoir un maximum d'images possibles et puis à la fin essayer de composer un truc sympa quoi. alors le film, moi je l'ai pas encore vu. Mm. Du coup, tu m'as donné envie, évidemment, de le voir. On peut le voir comment? Alors pour l'instant, donc
Donc là, il passera la semaine prochaine. Je sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais le lundi, là, 26 décembre prochain, il va être diffusé au cinéma à Bricquebec, donc dans la Manche. Il sera rediffusé en février, donc à Faverges, c'est entre Annecy et Albertville. Donc pareil au cinéma. Et puis, je pense que juste après la diffusion à Faverges, on le mettra en lien via YouTube. Comme ça, il sera accessible à tous et puis à essayer de diffuser autant que possible. Ok, bah alors à ce moment-là, en fonction de la période où vous écoutez le podcast, eh ben, vous aurez ou pas le lien dans la description de la vidéo pour aller regarder ça. Super. En tout cas, très chouette aventure, mais souvent, je me pose une question. Qu'est-ce qui vient après un truc comme ça? Enfin, ça, c'est quoi après? Ouais, c'est quoi après? Et bah déjà, j'ai mis un temps avant de me remettre, avant de me remotiver mentalement surtout. Bah pareil pour retourner m'entraîner. En fait, ça c'est que depuis novembre en gros où j'ai envie de me redonner dans les entraînements et donc déjà ça prend du temps. Avant de se dire qu'est-ce que je vais faire après, il faut déjà réussir à se remettre de ça. Je pensais pas que ça aurait pris autant de temps. Et sinon, bah, pour l'année prochaine, j'ai prévu deux trois dossards. Enfin, j'ai pas prévu d'aventure, on va dire, de ce type. Pour l'instant, on va laisser ça de côté. Après, je pense que j'aimerais bien faire d'autres GR en fait. Peut-être essayer d'en faire plusieurs. Continuer un peu à écrire ce début d'histoire des GR que voilà où ça m'a vraiment plu. Euh, Voir ouais ce Tu qui est peux possible. tu peux poursuivre le chemin avec le GR34? Ouais bon, j'ai pas dit que je referais. On va peut-être redescendre un peu sur les distances. Après pourquoi pas, hein, mais bon, ce sera pas tout de suite, je pense. Ouais, C'est quoi, plus de ouais c'est 2000 2000. km? Ouais, Ouais. c'est ça. Ah ouais, ouais, ça fait beaucoup quand même, hein. Et puis après, c'est le côté logistique aussi, c'est un mois, hein. Là, c'est plus une semaine, c'est un mois. Bah c'est ça, ouais. Faut trouver. Hmm. Faut trouver pas. Encore une fois, je pense que c'est une question de rythme et puis voilà, de logistique, qui est-ce qui peut suivre, etc. Parce que là, tout le monde a été bien gentil de prendre une semaine de vacances pour me suivre, hein, clairement. Donc ça, c'était quand même une chance. Ouais. Ouais, et puis après, faut que professionnellement ça suive aussi. Faut que. Ouais, ouais, ça peut Ouais, être compliqué sur beaucoup de sujets là, pour le coup, quand tu pars pour un mois. c'est ça. Ok, ok. Donc ouais, c'est intéressant ce côté que tu dis, j'ai mis du temps à m'en remettre. Pourtant, tu dis qu'au bout de 2 semaines, tu pouvais recourir, mais en fait, l'envie n'était pas là, comme si tu avais épuisé un espèce de stock d'envie en donnant tout pour ce défi, et puis qu'il mettait du temps à se recharger après. Ouais, c'est Et, exactement ça, ouais. C'est la barre de chargement, t'as la barre de chargement physique et t'as la barre de chargement mental. Et il y en a une, je sais pas, soit il y avait sûrement une mauvaise connexion, ça a mis du temps à charger. Et ouais. Mais ça, franchement, j'ai essayé de trouver comment accélérer ce temps-là parce qu'en fait, c'est très frustrant, surtout quand t'es dans la période d'été où t'as pas envie de faire de sorties longues pour aller profiter des paysages et tout. Du coup, vers ouais, octobre-novembre, j'étais un peu frustrée d'avoir l'impression d'avoir rien fait de mon année. Donc ça, c'est parce qu'il y hmm. avait eu cet événement-là, donc en fin juin, et l'été était passé et je faisais des sorties de 10-15 bornes grand maxi, mais sans trop d'envie. Et puis finalement, là, on fait toujours une coupure de 2 semaines en novembre, début novembre. Donc plus rien à faire, plus aucune séance à faire, plus rien à réfléchir. Et je pense qu'en fait, ça m'a bien aidé à couper totalement et à repartir sur autre chose. Ah, c'est important, hein, ces périodes de coupure qui sont où souvent on culpabilise, mais en fait, enfin, quand on est vraiment à fond sur une prépa, euh, quand on prend ça avec un peu plus de recul, souvent ça fait ni chaud ni froid, mais ceux qui préparent vraiment des objectifs avec des programmes, etc., ça fait bizarre, hein, de couper pendant 1, 2, 3 semaines. Ça, Ouais, c'est mais quelque ça chose c'est qui est important. souvent remonté. Ouais. Mm. Ouais, ouais, je pense que c'est important à faire. Et puis c'est la bonne période. C'est la bonne. Enfin, quand on n'a pas d'objectif de toute fin d'année, je pense que c'est la bonne période pour le faire avant de repartir dans un cycle hivernal. Et puis ouais, l'hiver, je pense qu'il faut aussi laisser le corps s'adapter à la saison. Ouais, je pense que c'est bien.
Hmm. Alors, tu nous as parlé pour ce défi, tu nous as parlé que tu avais mis en place une cagnotte. Ça a bien marché? Ouais, et ben en fait, avant que je commence la traversée, donc en fait j'avais mis deux cagnottes en ligne. J'en avais mis une pour les personnes qui voulaient m'aider pour la logistique, comme je disais tout à l'heure, la location du van, des choses comme ça. Et j'en avais mis une autre donc pour le service pédiatrie de l'hôpital de Cherbourg. Donc la première qui avait déjà, enfin la première, quand je dis la première, c'est la cagnotte pour ma logistique qui avait déjà bien fonctionné. Et la deuxième, service pédiatrie. Donc en fait, avant le début de la traversée, elle devait être à 300-400 euros. Et à la fin de la traversée, en gros, au bout d'une semaine, ça avait augmenté de 1 000 euros. Donc c'est ça aussi, hein, mine de rien, qui me poussait à me booster, à m'avancer, c'est que chaque soir, on me disait ah bah il y a eu tant en plus sur la cagnotte. Donc en fait, je prenais conscience que ce que je faisais avait un réel impact sur les dons faits pour les enfants. Donc clairement, c'était ça qui me faisait avancer. Et donc là, ouais, la cagnotte. Donc là, depuis, il n'y a pas eu grand-chose de remis, enfin de données. Là, la cagnotte, elle est encore ouverte. C'est sur Litchi pendant une semaine, enfin ouais, non, même pas une semaine, ouais, jusque fin décembre. Et mardi, donc dans 6 jours, donc j'ai commencé déjà à récupérer une partie de la cagnotte et je vais aller offrir les jouets, les décorations, les livres, etc. aux enfants. Donc mardi 27. Donc avec une partie des dons qui a déjà été réalisée. Et pareil, quand j'ai fait les différents achats, je pense que ça me permet de prendre encore plus conscience de la générosité des gens qui a été mise en place depuis enfin ces 6 derniers mois en fait. Et je me dis que s'il suffit entre guillemets de courir 600 bornes et pouvoir récolter ça et avoir des enfants heureux derrière, bah ça vaut vraiment la peine quoi. Donc Hmm. Bah écoute, je trouve que c'est un super message de fin. Ça fait une belle citation, ça, tu vois. Je en fait, c'est ultra vrai, quoi. Ça, c'est un truc qui, pendant longtemps, où je me suis posé des questions sur est-ce que je mets des cagnottes en place pour soutenir tel ou tel asso. Et puis après, je me disais pourquoi soutenir celle-ci, pas une autre. Et puis là, j'en suis à un point où mon fils me répète 1 vaut mieux que 0. ouais. Bon, un quoi, ça dépend un quoi, mais, Oui, mais même ceux qui mais il a donnent raison. 1 euro, il y a 200 personnes comme ça, bah, ça fait déjà 200 euros en fait. Hmm, bien sûr. Ben, c'est excellent et bravo. Bravo pour ce défi accompli. Bravo pour le temps que tu y as consacré parce que c'est énormément de temps qu'on n'imagine pas entre la prépa, l'organisation, le démarchage. On apprend aussi plein de choses hein, pendant ces aventures-là en termes de gestion, de projet. Enfin, C'est ça. bon, Ouais, après, toi, en tant qu'architecte, je pense que tu es rodé un peu sur la gestion de projet, mais c'est des projets différents. ouais, mais c'est Euh, ça, c'est gérer différentes choses. Tu vois, donc j'ai eu pas, enfin, tout ce qui est vestimentaire, en gros, ça a été une dotation par Hublot. Et sur les vêtements, moi, je voulais bah, floquer les différents partenaires qui m'ont accompagné, quoi. Donc rien que ça, c'est se dire, ah non, est-ce que sur cette matière-là, on peut faire ça? Enfin, en fait, on se pose plein de questions que là, effectivement, on n'imagine pas quand on se dit qu'on fait que courir. Mais comme tu dis, ouais, gestion de projet, tout ça, c'est important. Ouais. Ça intéresse, c'était pas inintéressant, mais c'est un bon bout de fatigue mentale, quoi, parce que clairement, enfin, tu vois, à la base, j'ai aucune aide, aucun partenaire, enfin, spécifiquement, donc faut réussir à démarcher, à se prendre des vents, enfin, à dire, mais non, on en a rien à faire de vous, enfin, des choses comme ça, mais et ça, et pas baisser les bras en fait au moindre refus, et ça allait bien finalement dans la dynamique que je voulais apporter au projet, donc ça, ouais. Ça, tu vois, j'ai une nouvelle astuce pour ça que j'ai appris récemment. C'est la personne qui partageait ça appelait ça la technique du pitbull. Ça, c'est assez parlant. En plus. C'est en fait quand tu as trouvé une cible, tu la mords. Et puis tant que t'as pas soit dit oui, soit donné un autre nom que tu vas pouvoir aller chercher, tu la lâches pas. Ouais. Tu vois?
Donc, si elle t'a dit oui, c'est bien, tu peux la lâcher. Si elle t'a pas donné un autre nom, bah tiens, t'es pas d'accord, mais qui je peux aller voir selon toi? Eh ben, tu la lâches pas. Tu la lâches pas. Tu la lâches pas. Mais c'est Ouais, c'est c'est vrai. violent quand même, hein. Bah, c'est vrai, mais c'est surtout qu'en plus, là, je m'y prenais un peu tard, finalement. Parce que, donc, j'avais fait faire une plaquette de communication pour faire la demande de partenariat, parce que je pense que le graphisme, c'est ultra important. Parce que mine de rien, les entreprises, elles en reçoivent à l'appel des demandes d'accompagnement. Donc, finalement, tu vois, c'est que en février que j'ai commencé à chercher pour le mois de juin et mine de rien, le temps passe, quoi. Mais bon, Hmm. j'ai eu des gens réceptifs et ça, c'était bien. Mais bah heureusement que ce projet a pu venir à bout. En tout cas, il me tarde de voir cette vidéo après avoir passé 7 heures d'échange avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé ajouter pour clôturer notre échange? Et ben, ça a été quand même assez varié. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses de dites. Peut-être que, je vais pas dire si je pouvais passer un message, mais presque. C'est que, encore une fois, là, des 600 bornes, il y a même pas 3 ans de ça, j'aurais pensé ça inconcevable et que c'était impossible à faire avec mon petit niveau. Et que finalement, si on a envie d'objectifs, et bah, je pense qu'il faut pas hésiter à se lancer et savoir, encore une fois, pourquoi on le fait. Et je pense que sans ça, il y a pas enfin, avec ça, il y a pas de raison de pas pouvoir aller au bout, en fait. C'est plus ça. Eh ben, c'est un beau message. Défiez-vous, C'est ça. osez, n'ayez crainte, ça va le faire. Et puis au pire, on se plante et puis on réfléchit pourquoi, enfin, on analyse pourquoi on s'est planté et puis on recommence. Et des fois, c'est pas mal non plus. C'est ça, et ça fait avancer. C'est toujours cette image, hein, même si tu échoues, tu apprends, alors que si tu restes chez toi, ben, tu n'apprends pas. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Sonia. Bah, merci à toi pour Avec l'écoute. plaisir. À bientôt. À Bye. bientôt, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!